à tous et bienvenue à ce 6e débat d'idées online réalisé, qui vous est proposé par le Cercle des dirigeants d'entreprise et l'IMSG. C'est une formule que vous aimez bien. Vous êtes chaque semaine nombreux à venir et on s'en réjouit. Ce soir, je suis spécialement heureuse parce que j'ai volé la vedette à Richard. C'est donc moi qui vous souhaite la bienvenue. Et c'est Richard Delay qui posera les questions à nos conférenciers d'énormes personnalités. Richard nous les présentera tout à l'heure. Pourquoi? C'est parce que notamment Richard Delay, qui est docteur en management des sciences, est constamment en recherche sur ce sujet et on travaille sur ce sujet. C'était dès lors normal qu'ils prennent la parole. À nouveau, bienvenue, passez une belle séance. Comme j'aurai la dure tâche de poser les questions du public que vous êtes, merci d'ores et déjà de bien vouloir les écrire. Vous avez un chat de conversation pour qu'on puisse vraiment bombarder nos éminents conférenciers tout à l'heure. Belle soirée, bon début de soirée, Richard, c'est à toi. Merci beaucoup Enza de cette merveilleuse introduction. Donc, bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous dans cette 6e édition sur le choc des générations. Est-ce que c'est un enjeu ou un jeu? On pourrait même se poser la question, ou un défi pour les entreprises. Et pour traiter ce sujet ô combien sensible, eh bien, nous interrogerons le professeur Giannakopoulos, qui est professeur à l'université, qui est professeur ordinaire à l'UNIGE, chef du service également des mesures institutionnelles au HUG et à l'Office cantonal de la détention. Merci professeur d'être parmi nous. C'est vraiment un plaisir parce qu'on va pouvoir aborder la question sous un angle scientifique, un angle également de praticien, puisque vous êtes par définition un praticien. Dans un deuxième lieu, nous interrogerons Stéphane Effliger, qui est un ancien DRH dans des grandes banques privées, et qui est à l'inverse de moi, qui ne croit pas en la génération Y et au fossé générationnel. C'est comme ça qu'on s'est connus, si mes souvenirs sont bons, sur un plateau de télé où nous abordions cette difficile question du choc générationnel. Donc, merci de nous représenter également votre cabinet Vicario qui traite des mutations, puisque vous savez qu'à l'IMSG, nous sommes très sensibles aux mutations, puisque nous avons une chaire de recherche qui s'appelle Mutation et Agilité. Et Pascal Bruckner, merci Pascal, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai, vous ne changez pas, comme quoi le choc générationnel ne joue pas. vous avez parlé aux messieurs. Philosophe et essayiste avec une vision très intéressante également des âges. Merci d'être avec nous ce soir parce que je crois que le sujet est vraiment sensible, beaucoup plus qu'on ne le croit. La période que l'on vit aujourd'hui met en évidence quand même beaucoup de disparités dans les traitements vis-à-vis des différents âges. On a empêché les grands-parents de voir les petits-enfants, de voir leurs enfants, alors que ce sont les choses qu'ils ont le plus cher au monde. Et aujourd'hui, on accuse les plus jeunes d'être des agents de contamination, alors que les plus jeunes, eux, vont accuser les plus anciens d'avoir creusé un petit peu un terrain favorable à ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, ces générations, les X, on ne va pas revenir sur les bobos, les yo-yo, et Jean-Marie Peretti qui nous suit doit sourire quand on parle des bobos, des yo-yo, des momos et des zozos. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces regards croisés sont plutôt des regards en chien de faïence, se reprochent un certain nombre de choses, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de rassembler un petit peu des choses quelque peu éparses, parce que toutes ces générations vont bien être obligées à un moment de se retrouver, et en particulier dans l'entreprise, puisque nous avons aussi des chefs d'entreprise qui nous regardent et qui sont directement concernés par cette question. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en 12 minutes chacun par intervenant, de débattre de cette question. Donc, en commençant, comme je vous le disais, par le professeur, ensuite Stéphane et ensuite Pascal Bruckner. Ensuite, chacun d'entre vous poserait une question à chacun des intervenants, et après, tout sera ouvert au débat, et vous verrez que, à mon sens, le choc générationnel, le lien intergénérationnel se retrouvera dans les meilleures conditions possibles. J'aimerais vous rappeler simplement une chose, c'est un vieil adage d'Afrique qui dit
que c'est au bout des vieilles cordes que l'on tisse les nouvelles, j'aime à rappeler, faille-t-il encore, que les vieilles cordes aient envie de se laisser tisser. La parole est à vous. Professeur, vous avez la parole. Voilà, donc ce qu'on vit aujourd'hui, et peut-être que ça, en guise d'introduction, serait assez important, on peut le considérer comme un choc générationnel avec une différence de l'appréhension du monde entre les jeunes et les plus âgés par rapport au Covid. Mais dans la réalité des faits, ce qu'on voit beaucoup plus et qui est transgénérationnel, c'est l'expression des personnalités. En réalité, sur un angle, je dirais, plus psychologique, qui est le mien, j'attirerai plus d'attention sur cela. C'est-à-dire, il suffit de voir en faisant le tour de la cité, en voyant les queues au niveau des supermarchés, en voyant les gens qui portent ou ne portent pas des masques, et en discutant avec ces personnes, que ce qui se profile beaucoup plus, en tout cas dans un premier temps, c'est le rapport de chaque personnalité avec la crainte d'être contaminé, la crainte de la mort qui vient de l'autre, la crainte finalement autour d'un avenir qui est incertain. Et là, je dois dire qu'on voit autant de personnes âgées qui peuvent prendre des précautions, avoir une approche très anxieuse de ce qu'on vit, que de l'autre côté des jeunes, et ailleurs on peut être très, très étonné, moi dans ma pratique j'ai été très étonné de voir, de recevoir un nombre d'appels qui est allé, je dirais, en augmentation exponentielle les dernières semaines, des personnes jeunes qui ont de la peine à retrouver le chemin du travail et qui présentent une très grande vulnérabilité autour de la notion de la contamination ou surtout de l'incertitude autour de cela. Et je dirais que je soulignerai après le mot autour de la personnalité, la notion de l'incertitude qui met en exergue finalement des aspects de la fragilité individuelle qui peut frapper. C'est-à-dire, et j'étais étonné de voir combien de personnes très jeunes viennent en demandant de l'aide en disant qu'ils sont très déstabilisés. Alors, en ayant le réflexe qui vient peut-être plus de ma génération, j'aurais la tendance, et j'avais la tendance de leur dire, mais est-ce que c'est la paupérisation? Est-ce que c'est la crise sociale qui s'annonce? Est-ce que c'est la question du chômage? Mais on n'est pas à cela, en tout cas pas à cela encore. On est beaucoup plus dans cette inquiétude autour de est-ce qu'on avance en terrain sûr? Alors, professeur, pardonnez-moi, juste une question. Vous qui êtes vraiment, vous êtes professeur de psychiatrie, donc vous êtes au fait de tout cela, vous allez quand même jouer un rôle prépondérant dans cette après-Covid-là. On parle des jeunes, mais moi j'ai quand même lu qu'il y avait une vague des personnes de plus de 65 ans qui risquaient d'y avoir une vague de suicide et vraiment de détresse psychosociale. Alors les jeunes, oui, mais moi, ça m'a quand même un peu glacé le sang. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous, au niveau de vos consultations, bien sûr sans briser le secret médical, est-ce que vous commencez déjà à voir aussi des anciens qui commencent à avoir véritablement cette problématique de détresse psychosociale? Non, alors on n'observe pas cela. Et c'est normal qu'on ne l'observe pas parce que c'est trop tôt. La détresse psychosociale chez les personnes âgées se manifeste peu à peu et dans le stress chronique, pas dans la partie aiguë. En réalité, ils sont souvent bien mieux armés à faire face à des événements très stressants en aigu parce qu'ils ont souvent la distance que l'âge et l'expérience leur donnent. Le vrai problème se passera si le rapport entre les générations, et je dirais plus généralement le rapport entre les êtres, se retrouve affecté au long cours. Moi, ce que je craindrais beaucoup plus autour des personnes âgées, et c'est là où j'attendrai finalement une demande de soins plus prononcée, ce sera le moment où peut-être on sera amené, après 6 mois, 8 mois, de refermer, de réouvrir, de faire ce va-et-vient sociétal qui peut être extraordinairement épuisant, puisque peu à peu, et vous l'avez souligné au début, peu à peu, les personnes âgées au début sont vécues comme des possibles victimes et donc des personnes qu'il faut protéger. Et ça, c'est un réflexe sociétal très ancien qu'on le retrouve autour des familles ou des sociétés plus, je dirais pas seulement les sociétés les plus développées, mais aussi des sociétés émergentes. Après, il y a un autre pas de la valse qui va venir bien plus tard. Et dans cette situation, si les personnes âgées sont considérées comme les responsables de la paupérisation progressive d'une partie de la population, là, pas seulement la solidarité n'existerait pas, mais le sentiment de solitude va devenir
très pesant en association avec le sentiment de culpabilité. Là-dessus, j'attendrai des demandes qui n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui consultent sont à prédominance des gens jeunes. Plus tard, ce sera les âgés qui pourraient être fragilisés. Pas plus tard qu'avant-hier soir, en discutant avec une personne ici à Genève, du gouvernement genevois, elle me disait, enfin, du microcosme finalement politique genevois, elle me disait que, mais dans le fond, on va se poser la question, est-ce qu'on a fait tout ça et on se retrouve avec autant de gens au chômage pour sauver des personnes âgées qui, de toute manière, après quelques années, naturellement, ils seraient morts. Et c'est la prémisse d'une réflexion qui va devenir, et c'est le cas de le dire, progressivement, en fonction de l'évolution de la situation virale. Et c'est là où les personnes âgées seraient beaucoup plus exposées. Elles sont beaucoup mieux armées pour gérer le stress aigu, moins bien armées pour résister à ce qui ça peut être la petite pluie qui vous amène la pneumonie, vous voyez, sur le plan psychologique. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Une dernière question à laquelle, si vous pouviez me répondre brièvement, parce qu'elle est aussi cruciale que les réponses que vous venez d'apporter. Vous écriviez récemment que nous nous dirigeons vers un changement sociétal majeur qui nécessitera de préserver des activités qui nous lient. Selon vous, comment lier les générations qu'aujourd'hui tout semble séparé et surtout, quels conseils donneriez-vous aux parents, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent pour préserver les équilibres psychiques de celles et ceux dont ils ont et dont nous avons la responsabilité? Voilà une question qui nous intéresse également. Oui, il y a certains liens au niveau de la société qu'il faut pouvoir préserver. J'ai trouvé une folie malgré tout ce qui s'est passé autour des écoles. Le fait de supprimer ce lien-là, sans avoir nécessairement aucune preuve valable pour certaines choses autour de la contamination des enfants, et peut être très néfaste. C'est-à-dire retrouver le chemin qui lie les générations, ça doit pouvoir se faire à travers le dialogue entre les plus jeunes et les plus âgés et les enfants. Je pense que ce sera très lourd et très difficile à négocier sur le plan psychologique un sentiment d'isolement générationnel avec l'idée les âgés doivent être avec les âgés malgré tout et les protéger en amenant l'aide à domicile et les enfants seront à l'école et on va les observer à distance. Ce type d'évolution, même s'il peut être compréhensible, mais beaucoup plus reflétant un sentiment de panique face à l'inconnu, si elle venait à durer plus longtemps, serait complètement préjudiciable pour les personnes âgées. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, la première chose, c'est que les liens doivent pouvoir, même si le virus est là, doivent pouvoir continuer sur le plan des générations, notamment avec les enfants, puisqu'on sait aujourd'hui, avec quand même un certain nombre d'études, qu'ils ne sont pas véritablement les porteurs de l'affection en premier lieu. Donc, ça, ce sera un élément à prendre en considération. Un deuxième élément, c'est d'éviter, je dirais, le plus possible la ghettoisation, c'est-à-dire les étouffer par excès de protection. Et cette tendance-là, qui devient une tendance paternaliste, elle est très connue dans les soins psychologiques des personnes âgées, très connue. La tendance à dire, je sais ce qui est ton bien, c'est pour ton bien que je t'impose certaines choses. Cette manière-là de faire doit pouvoir aussi céder sa place à une approche qui prône beaucoup plus l'autonomie autour de la personne âgée, accompagner face à la crise et pas essayer de se suppléer en prenant des décisions à leur place. Merci beaucoup, professeur. Je suis obligé de vous couper la parole. Je suis désolé. Stéphane Höckiger, vous qui avez été DRH de nombreuses banques privées, vous accompagnez désormais donc les organisations dans les mutations. Est-ce que vous n'avez pas peur, pour votre part, que le Covid-19 ne creuse davantage le fossé générationnel dans les entreprises? Question simple, réponse succincte. Bon, nous pourrions le croire, mais je n'en suis absolument pas persuadé, probablement pour deux raisons. La première, elle est empirique, c'est-à-dire que tous les seniors du secteur tertiaire que j'ai pu observer ont su, aussi bien que les autres, improviser des séances à distance comme nous le faisons aujourd'hui avec des nouveaux outils, et ils n'ont pas été centripétés par l'organisation, bien au contraire. Toute la question de l'outil informatique n'a pas été pour eux un problème. Cette médiation nouvelle n'a pas joué contre eux, au contraire. J'irais même jusqu'à défendre leur position. C'est-à-dire que j'ai l'impression que réguler des équipes par Skype, instruire des équipes par Teams, demande beaucoup d'intelligence émotionnelle,
demande une grande connaissance de l'organisation et finalement beaucoup d'expérience humaine. Et j'ai rencontré beaucoup de seniors entre 45 et 65 ans, ceux qui auraient pu louper le virage de l'informatique, qui ont plutôt brillé à ce jeu-là. Donc je dirais que a priori, le Covid ne creuse pas le fossé générationnel pour cette première partie de réponse empirique. Et l'autre partie de la pièce, l'autre argument qui est très intéressant, c'est qu'on a vu beaucoup de jeunes à qui l'on prêtait une maîtrise naturelle de l'outil informatique qui ont démontré leur incapacité technologique à maîtriser les codes informatiques classiques parce que poster une photo de son chat sur Facebook, sur TokTok ou sur Instagram, ce n'est pas tout à fait maîtriser les systèmes informatiques traditionnels qu'on utilise dans les organisations. Et j'ai beaucoup vu de jeunes qui étaient un peu démunis dans l'usage professionnel des nouvelles technologies numériques, disons. Donc, pour cette première raison empirique, je ne sens pas, je ne perçois pas que le Covid ait été un facteur d'aggravation dans les entreprises du fossé générationnel. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Ensuite, très rapidement, je pense qu'il y a une deuxième raison, un peu plus sociologique. Vous connaissez ma position sur cette thématique. Pour faire très simple, il y a une littérature managériale d'aéroport qui nous fait croire qu'il y a une guerre de génération qui existe et qu'il y a une génération Y qui est présente et qui souhaite d'autres rêves, d'autres désirs, notamment en termes d'organisation du travail. Et je pense que c'est un discours leurrant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la génération Y qui veut une autre relation au travail, c'est probablement toutes les générations qui aimeraient reconfigurer leur relation au travail, y compris la génération X. Donc, on est, selon moi, dans une mutation historique. Et dans la perspective du Covid, toutes les générations au travail ont dû reconfigurer leur, je dirais, relation à leur travail, notamment au home office et au travail à distance. Et ce faisant, elles ont vécu, les deux générations que l'on oppose trop facilement, elles ont vécu, je dirais, une communauté de pratique et une communauté de destin. Donc, on pourrait plus facilement défendre l'idée que sur le champ du travail, les deux générations se sont rapprochées sur le plan des pratiques. Voilà ce que je pourrais dire avec cette réponse, je dirais, en deux temps. Très bien, merci Stéphane. Néanmoins, la guerre des talents aujourd'hui fait rage, et se fait rare par la même occasion. Et on remarque de plus en plus que la marque employeur est quelque chose d'essentiel. Alors, vous êtes bien obligé d'admettre un petit peu qu'il ne s'agit pas uniquement de marketing et qu'il faut les chouchouter un petit peu, ces jeunes générations, n'est-ce pas? Alors là, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. La guerre des talents, pour autant qu'elle eût existé, elle faisait rage. Mais aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, la crise, elle n'est pas terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Nous sommes en début d'année, au mois de mai, les charges et les coûts des structures sont là, les rentrées ne sont pas là, beaucoup de projets sont postposés, des grandes entreprises centenaires solides comme Hertz déposent le bilan. Et pour l'État, l'enjeu est aussi important. L'État, aujourd'hui, doit investir et doit s'appauvrir. Donc, la question du jour dans les revues managériales, elle n'est plus tellement comment je fais pour engager des talents. Elle est plus tellement dans qui je vais engager, elle est plutôt dans qui je vais dégager. Ça, c'est la vraie question qui va se poser dans les cénacles des conseils d'administration et des directions de ressources humaines sur les mois qui viennent. Et probablement que les dirigeants vont devoir procéder à des arbitrages délicats, procéder à des licenciements, ou alors, plus intelligent, réfléchir à comment organiser le travail différemment en intégrant les expériences, le fruit des expériences que le Covid a imposées aux organisations. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que soit dans l'éducation, soit dans le travail du secteur tertiaire, le Covid a été un fabuleux accélérateur organisationnel, puisque on a implémenté l'école à distance et le travail à distance en 3 jours, alors qu'en temps normal, il aurait fallu 30 ans et user 4 ministres pour arriver à ce type de résultat. Or, la mutation, elle a été effectuée. Je ne dis pas qu'elle était probablement imparfaite, mais je plaide aujourd'hui pour que l'on tire un bilan intelligible de ce qui s'est passé. Il y a probablement des éléments à retenir, probablement des éléments à ne pas retenir en termes organisationnels du travail, mais je vois surtout une magnifique fenêtre d'opportunité pour réfléchir à nos pratiques professionnelles.
Merci beaucoup Stéphane. Pascal Bruckner, en votre qualité de philosophe, essayiste et écrivain, vous nous faites réfléchir dans votre ouvrage La philosophie de la longévité sur l'après-cinquantaine. Alors, beaucoup d'entre nous, sur les 70 qui sont là, ou un peu plus maintenant, sont concernés. Moi, pas encore, dans un an. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste des choses à vivre après les 5 décennies d'existence? On n'est plus vieux à 50 ans, tout n'est pas fini. Est-ce qu'il y a une suite? Me voilà rassuré. Bien sûr, à 50 ans, une troisième vie commence, ou même une quatrième, tout dépend de ce qu'on a vécu auparavant. C'est ce que j'appelle l'été indien de la vie, c'est-à-dire c'est une sorte de nouveau printemps en automne, qui pour beaucoup de gens est l'occasion de redécouvrir des choses qu'ils connaissaient mal, ou au contraire de s'ouvrir à des domaines qu'ils avaient totalement négligés. Et ça, c'était la situation qui prévalait jusqu'au mois de février 2020. Et il s'est passé quand même quelque chose d'assez stupéfiant avec le Covid. Mais bon, c'est une situation tellement exceptionnelle qu'on peut s'attendre évidemment au pire. C'est que tout d'un coup, ces mêmes seniors dont on louait la belle santé, la force, la vitalité, ont été désignés un peu comme les boucs émissaires de la crise. C'est-à-dire que quand la maladie a éclaté, en France, c'est donc le 17 mars qu'on est rentré en confinement total. Passé les premiers moments de stupeur, on a cherché les fautifs, les boucs émissaires. Donc, dans les boucs émissaires, il y a eu Bill Gates. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup. Sa clairvoyance s'est inversée en culpabilité. S'il a compris qu'il y aurait le Covid, c'est qu'en fait, il l'a organisé. Mais très vite, un certain nombre de penseurs, de philosophes, de sociologues ont dit pourquoi arrêter toute l'économie mondiale pour épargner la vie de gens qui de toute façon vont partir. Et il y a eu des articles d'André Consponville, il y a eu des articles d'Emmanuel Todd, il y a eu des papiers aussi de Jean-Marc Jancovici qui est écologiste radical et qui pense qu'après 65 ans, il ne faut plus soigner les personnes parce que leur grand nombre fait peser un poids insupportable sur la planète et que donc, à partir de 65 ans, eh bien, ou vous payez vous-même vos soins ou alors vous disparaissez. Et donc, ce qui m'a frappé, moi, dans cette crise, outre sa cruauté et sa rapidité, c'est que très vite, les mécanismes les plus archaïques, dont le mécanisme du bouc émissaire, sont repartis. Et c'est là qu'évidemment que c'est recreusé un fossé entre générations qu'on croyait peut-être un peu estompé. Vous savez comment on appelle le Covid chez certains jeunes? En anglais, c'est le boomer mover, c'est le balai à baby boomer, c'est-à-dire c'est comme une balayette où on enlève la poussière. Alors c'est très cruel. Moi, personnellement, ça me fait rire parce qu'il n'y a pas que les vieux qui meurent. On sait aussi que beaucoup de gens de 40-50 ans ont été très cruellement atteints et pour certains ont disparu. Mais je vois bien que ce qui caractérise toute une réflexion autour du Covid, dont on ne sait pas encore s'il va ou non disparaître bientôt. Il y a des espoirs et je crois que cette semaine va être décisive en France. Mais ce qui caractérise le Covid, c'est finalement l'idée qu'on fait beaucoup de foin pour une catégorie de la population qui de toute façon devait disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, le Covid a anticipé une disparition qui allait se produire inéluctablement, comme en France, la canicule de 2003, alors c'était peut-être pas le cas en Suisse, a vu la disparition de 15 000 personnes âgées dans le nord de la France parce qu'elles étaient évidemment peu préparées à la grosse chaleur. Et donc, il y a toute une discussion très intéressante, je trouve, qui s'est nouée autour du prix de la vie. Donc, vous savez, classiquement, dans le domaine des assurances, le prix de la vie diminue au fur et à mesure que nous vieillissons. Et un bébé américain a plus de valeur qu'un septuagénaire du même pays ou qu'un bébé africain ou qu'un bébé asiatique. Et donc, effectivement, le problème des seniors, alors évidemment, il faut faire la différence s'ils travaillent ou non, c'est que leur prix en valeur absolue baisse jusqu'à devenir quasiment nul. En revanche, leur coût est énorme. On sait très bien, en France, nous mettons les personnes âgées dépendantes dans ce qu'on appelle les EHPAD, donc c'est des établissements pour les hospitaliers pour les soins de personnes dépendantes, qui est une manière pour les familles de se défausser sur
de leur tâche classique, de s'occuper des plus vieux. Et évidemment, ce sont les EHPAD qui ont enregistré le plus gros taux de mortalité, puisque je crois que nous en sommes à près de 20 000 en France, parce que ce sont des espaces fermés et qui deviennent, lorsqu'ils sont mal gérés, de véritables foyers d'infection. Et c'est là qu'on voit les scènes les plus dramatiques. Tout à l'heure, le professeur Giannopoulos a parlé de ces grands-parents qui étaient séparés de leurs enfants, mais on a vu il y a 3 jours à la télévision française une dame dans un EHPAD qui attendait sa fille, mais elle n'avait pas le droit de la toucher, donc ils étaient séparés par une vitre en plexiglas. Et la vieille dame pleurait, et sa fille pleurait aussi, parce qu'effectivement, le contact physique aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Donc, il y a cette idée que la crise a amenée, et qui, pour ma part, ne m'étonne pas, mais m'a quand même choqué, c'est l'idée que dans un cas de grande épidémie, eh bien, il faut sacrifier une catégorie. Vous savez, c'est le fameux exemple de la philosophie utilitariste. Vous êtes sur une barque dans une tempête, il y a trop de gens sur la barque, il faut sacrifier quelqu'un. Qui va être sacrifié? Qui va-t-on jeter à la mer? Eh bien là, je suis étonné de voir que pendant l'épidémie du Covid, on a dit il y a une catégorie de la population dont il faut se débarrasser d'une manière ou d'une autre, c'est les vieux. Et j'ai appris hier une chose assez étonnante, c'est qu'à Madrid, des ambulances escortées par la police qui transportaient les personnes âgées à l'hôpital ont été caillassées par des bandes de jeunes qui estimaient qu'au fond, c'était beaucoup de bruit pour rien et qu'on aurait très bien pu ne pas s'occuper de ces personnes plutôt que de mettre toute une société à l'arrêt. Alors, c'est vrai que la jeunesse, et là, je parle du point de vue français, parce qu'en Suisse, il faut quand même reconnaître que vous êtes mieux organisés, mais la jeunesse va se retrouver au chômage. Là, nous allons vers une casse économique qui va être monstrueuse, mais je ne suis pas sûr qu'en sacrifiant les personnes âgées, on va retrouver du travail. Et juste pour terminer, parce que je ne veux pas accaparer la parole, cette situation me fait penser à une blague de Pierre Dac. Vous savez, Pierre Dac était un humoriste avec Francis Blanche de l'après-guerre. Il avait une maxime qui était assez drôle. En hiver, on dit toujours « fermez la porte, il fait froid dehors », mais une fois que la porte est fermée, est-ce qu'il fait moins froid dehors? Bien là, c'est pareil. Si on laisse mourir tous les vieux, imaginons une hypothèse absurde et terrifiante, si on laisse mourir tous les vieux, est-ce que la jeunesse se portera mieux? Est-ce qu'elle retrouvera du travail? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas militer pour une solidarité entre les générations, parce que vient un moment où le jeune d'aujourd'hui franchira lui à son tour la limite et sera évidemment l'objet de la vindicte des générations qui viendront après lui. Donc effectivement, cette situation a mis à nu une tension qui est souvent attisée par certains médias ou par certains esprits. Merci Pascal Bruckner. Une dernière question. Vous avez une expression que j'aime beaucoup qui est de contraindre justement les anciens à endosser le costume de la vieillesse. J'aime beaucoup cette expression et on se rend compte qu'on va les empêcher d'accéder à certains lieux, des lieux de travail associatifs, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir, que ce soit dans l'entreprise, dans la société en général, eh bien, alors très brièvement, mais recréer du vivre ensemble parce qu'en fait, il est mis à mal. Alors, d'abord, c'est très simple. Si on se rend compte, et c'est un peu la tendance, si on se rend compte que le virus est en train de mourir en Europe de l'Ouest, parce que c'est un peu ce que nous disent certains épidémiologistes, qui serait évidemment une merveilleuse nouvelle, quitte à voir sa renaissance dans quelques mois avec l'hiver. À ce moment-là, les mesures de séparation vont s'assouplir. Alors déjà, le déconfinement a lieu. Il est vrai qu'à Paris, puisque je suis bloqué à Paris, les jeunes ne portent pas le masque et même, je dirais, ils affichent leur santé insolente et leur visage dénudé face à tous ceux qui ont 40, 50 et plus, mettent un masque et à mon avis ont raison de le faire. À ce moment-là, les relations vont se détendre, on pourra voyager, on pourra prendre des vacances, puisque vous le savez sans doute, les vacances sont l'obsession des Français avec la grève. Pardon d'un peu balancer des scuds sur mon propre pays, mais enfin, ça me détend terriblement. Et donc, à ce moment-là, les tensions vont s'assouplir. Et puis, on peut espérer que les mesures prises par le gouvernement actuellement, mesures de relance, mesures de soutien et mesures de chômage partiel faits aux gens qui ont été forcés d'abandonner leur travail, vont donner leurs fruits. Et rien ne dit
sans être exagérément optimiste, qu'il n'y aura pas à l'automne une reprise globale des économies dans les pays de l'OCDE et en Europe de l'Ouest. Rien ne dit le contraire, mais au fond, rien ne nous empêche d'être raisonnablement optimiste. Par conséquent, si c'est ce scénario-là qui fonctionne, eh bien, je pense que les relations entre générations vont retrouver un certain degré de sérénité. Si évidemment, ça n'est pas le cas, et si nous assistons à l'apparition d'un chômage de masse, comme c'est le cas aux États-Unis en ce moment, où il y a 35 millions de chômeurs, mais les États-Unis, c'est une autre configuration. Ils ont une capacité de rebondissement que nous n'avons pas dans un vieux pays comme la France. Mais si, effectivement, le Covid persiste à faire des morts et si le chômage continue, alors là, évidemment, on cherchera des responsables et on pointera à nouveau le doigt sur ces gens de plus de 50 ou 60 ans qui nous ont forcés à connaître la misère, le dénuement et le chômage. Merci beaucoup, Pascal Bruckner. Une question au professeur Giannakopoulos? Oui. Non, Pascal, est-ce que vous pouvez poser une question au professeur? Et puis ensuite, vous en poserez une à Stéphane. Et comme ça fait un jeu de chaise musicale sympathique. Ah ben oui, je voudrais demander au professeur s'il a constaté depuis 2 mois l'apparition de nouveaux symptômes ou de nouveaux patients dans son cabinet. Oui, alors, c'est qui n'était pas nécessairement une surprise, mais on retrouve une augmentation assez nette de ce qu'on appelait les traits hypocondriaques, c'est-à-dire une sorte de fixation sur des aspects autour de la santé et de la contamination. Ça, parmi les jeunes, souvent des jeunes qui se retrouvent entre pratiquement 20 et 30 ans ou 20 et 35 ans. C'est cette catégorie-là qui, avec une sorte d'idée obsédante autour de ce qui peut se manifester au long cours. Un deuxième élément qui vient souvent s'ajouter là-dessus, c'est la crainte, ce qu'on pourrait appeler quand même un peu des éléments d'agoraphobie, c'est-à-dire la crainte d'être exposé au grand public, d'être exposé à des lieux, et aussi l'idée que, et c'est assez drôle de dire ça hein, par rapport au confinement, l'idée que la maison devient un bunker. Et le troisième élément qui était assez étonnant, mais je l'ai vu à cause ou grâce, enfin, à mon rôle dans le système pénitentiaire ici, c'est qu'on a eu des cas, par exemple, de personnes, des mères qui se sentant menacées par l'affection et avec l'idée que les enfants vont mourir à leur tour, ils ont pris les devants en essayant même d'agresser, parfois même avec une assez grande, je dirais, cruauté, les enfants. Et donc, vous pouvez avoir aussi la vulnérabilité individuelle préexistante qui tout d'un coup flambe complètement et vous donne des tableaux assez impressionnants, mais heureusement rares. Ce qu'on ne voit pas par contre, fort heureusement, mais c'est prévisible pour le moment, c'est des vraies personnes, des personnes qui développent des vraies décompensations dépressives, des gens qui se trouvent abattus à cause de cette situation. On est encore trop tôt, je dirais, par rapport à ce qui a été dit avant par Pascal Bruckner, c'est que si tout d'un coup, en hiver, on repart pour un tour, là, ce sera nettement plus difficile. Je ne parle pas là de la société, mais par rapport au psychisme humain, parce que plusieurs personnes, pour le moment, gardent l'idée que, dans le fond, c'est peut-être un mauvais rêve, que malgré tout, ça va aller mieux. Je suis obligé de vous couper parce que Enza, je vais avoir un risque traumatique derrière après. Je n'aimerais pas venir consulter tout de suite. Pascal Bruckner, une question à Stéphanie Flieger. Oui, dans les différents scénarios qu'il envisage, quel est celui qu'il juge le plus vraisemblable d'après l'expérience qu'il possède dans l'entreprise? Sur les modalités du déconfinement, vous entendez, Pascal? Oui, c'est ça, et dans les rapports avec le travail. Oui. Alors, probablement que l'un des éléments que l'on voit déjà poindre, enfin, je livre ici 2 observations et je vous donnerai mon point de vue. Pendant longtemps, le confinement a obligé les organisations à implémenter, notamment dans le travail à distance, ce que les collaborateurs dans le tertiaire souhaitaient depuis très longtemps, mais ce que les directions générales refusaient à implémenter pour des raisons notamment de mauvaise organisation et de contrôle. Donc, le Covid a obligé, dans le fond, les administrations publiques, mais aussi les banques et les assurances, à organiser du travail à distance, alors même qu'elles freinaient sur ce thème durant les 20 dernières années. Les collaborateurs étaient très heureux dans un premier temps de cet état de fait, mais après 3 mois,
on est surpris de constater que beaucoup de personnes seront très heureuses de retourner au travail. Donc ce souhait puissant qui était d'assouplir un peu la machine organisationnelle, de permettre de temps en temps de travailler à distance, etc., qui a été goûté de manière intensive pendant 3 mois par la grâce du Covid, eh bien aujourd'hui, il y a une certaine forme de saturation et les personnes les plus défendresses de l'idée du travail à distance souhaiteraient, se réjouissent même de revenir au bureau, de retrouver leurs espaces, de retrouver le rythme ordinaire, etc., tout en conservant quand même quelques possibilités de travail à distance par semaine. Donc ça, c'est quand même assez étonnant et assez surprenant. Je pensais pas à cette idée-là. Il y a un deuxième élément qui est... Très rapidement, hein, parce que je vois que vous êtes aguerri à la télé, vous ne laissez aucun temps mort pour qu'on ne puisse pas vous couper la parole. Mais vraiment, la 10 secondes, parce qu'on est en train d'exploser les temps. Il y a une deuxième observation qui est, comment dire cela, politiquement peu relevée encore aujourd'hui, mais qui est pour moi un vrai risque. C'est-à-dire que lorsque vous vous installez dans le travail à distance, dans la longue durée, pour l'entreprise, vous devenez gentiment un mandataire externe de prestation. Alors même que vous avez au début un contrat de travail à durée indéterminée, mais vous pourriez assez facilement, si la situation se prolongeait, recevoir un courrier de votre employeur en disant « Écoutez, Stéphanie Figuère, vous êtes formidable, vous travaillez depuis la maison, c'est très bien, mais dorénavant, on vous fait un contrat de mandataire. Et la caisse de pension, les assurances sociales, votre formation, c'est vous qui payez. » Donc là, il y a aussi dans cette avancée sociale, le travail à distance, il y a aussi, je pense, un certain risque de voir certaines entreprises imaginer profiter un peu de cette situation en transmutant des contrats à durée indéterminée dans des contrats de mandataires, disons. Merci beaucoup, Stéphane. Stéphane, une question à Pascal Bruckner. Oui, Pascal, vous étiez fulgurant comme d'habitude. Vous avez osé dire ce que personne n'ose dire, c'est-à-dire parler du prix de la vie. Je me dis que lorsqu'on rentre sur la thématique du prix de la vie, ça veut dire qu'on est quand même dans la marchandisation des rapports sociaux et de la vie au sens large du terme, c'est quand même assez puissant. Ça veut aussi dire que les comptables et les juristes ont pris les commandes sur le modèle. Vous qui êtes philosophe, lorsqu'on commence à réfléchir au prix de la vie et que pointe en arrière-plan tout le thème de la solidarité intergénérationnelle, comment vous voyez l'importance de la charpente morale ou de la charpente des valeurs qui est censée quand même réunir les individus dans une nation ou dans un corps constitué? Parce qu'on est là quand même dans un moment où on donne un sacré coup de canif dans cette charpente des valeurs et de la morale. Oui, oui. Alors évidemment, en ce sens, les 3 mois que nous venons de vivre ont été des mois d'épreuves redoutables, pas simplement physiques et médicales, mais comme vous l'avez dit, morales. Et les jeunes générations ont souvent tendance à accuser les baby-boomers, dont je fais partie, d'avoir été responsables de tout ce qui va mal dans la société, c'est-à-dire qu'ils se sont gavés, goinfrés de tous les avantages médicaux, sociaux, financiers, et même écologiques de la situation. Et puis maintenant qu'ils se retirent, ils demandent en quelque sorte l'assistance des jeunes générations qui, elles, se retrouvent nues. En réalité, on sait que ça n'est pas vrai, que la génération des baby-boomers a beaucoup de défauts, mais que malgré tout, elle a aussi gâté ses enfants et que ces jeunes générations qui se plaignent sont quand même des générations plutôt favorisées par rapport à d'autres pays du monde. Donc, elles ne sont pas... mais je pense que ce moment de dénonciation des aînés, c'est peut-être comment dire, une étape d'adolescence nécessaire. Il faut à un certain moment se dresser contre le père, même si c'est un père absent, le père et la mère, comme nous l'avons fait nous dans les années 60-70 contre nos propres parents, avec évidemment cette différence qui est intéressante, c'est que la génération des baby-boomers a prétendu supprimer l'autorité, et en supprimant l'autorité, elle a supprimé aussi le socle contre lequel les jeunes générations auraient pu se rebeller. C'est tout le paradoxe des éducations libérales. Et donc, effectivement, le lien risque d'être rompu, mais en fait, il y a quand même beaucoup
de jeunes gens qui aiment leurs grands-parents, leurs parents, et qui n'ont pas envie du tout de perdre cette affection fondamentale et cet échange d'informations, cet échange d'expériences qui, à mon avis, est absolument crucial entre les parents, les grands-parents et les enfants. Mais là, je vous Merci ai beaucoup. perdu. Non, non, on est toujours là, Pascal. Ah ben d'accord, j'ai vu quelqu'un d'autre apparaître à votre place. Et bon, on pourra faire un prochain épisode avec Dolto, puisque je vois qu'on était un petit peu sur le thème. Stéphane, une question au professeur, mais vraiment une réponse brève, s'il vous plaît, puisqu'il en restera 2 ensuite. Donc, comme on a commencé un petit peu en retard, il faudrait au moins qu'on ait une quinzaine de minutes pour les questions du public. Oui, professeur, ma question concerne la souffrance au travail. On a vu ces 15-20 dernières années beaucoup de littérature sur la souffrance au travail, c'est-à-dire le travail génère une certaine forme de souffrance, notamment liée à l'organisation du travail et au mode managérial. Ma question est la suivante. Est-ce que vous, dans votre clinique, vous observez ce mécanisme? Deuxièmement, est-ce que cet épisode du Covid a justement été une fenêtre où ces éléments de souffrance liés au travail ont particulièrement émergé? Oui, Une réponse rapide, professeur? la réponse est oui pour les 2 questions. Je dirais même dans une société comme la société suisse où il y a plusieurs coussins de protection, c'est-à-dire personne ne va se retrouver sous les ponts comme dans d'autres pays. On retrouve effectivement des personnes qui manifestent une souffrance au travail. Alors, pour reprendre ce qui a été dit avant concernant les différentes générations, on a la tendance de dire que les personnes plus jeunes sont aujourd'hui très vulnérables par rapport à cette confrontation. Probablement beaucoup plus vulnérables avec notre regard qu'est-ce que ça a été les générations passées, ou alors parce qu'ils ont une plus grande exigence de qualité par rapport au travail. Mais la souffrance est là et on peut l'attester très facilement par rapport au nombre d'arrêts maladies de courte durée pour les personnes et pour des raisons qui sont des raisons essentiellement psychologiques. Le Covid, pour revenir sur ça, de ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une nette augmentation également des difficultés de retour au travail en lien avec cette situation de sécurité. Donc, je dirais que dans les 2 cas, la réponse est oui. Merci beaucoup, professeur. Vous avez une question pour Stéphane, j'imagine? Oui, je dirais que je voudrais savoir dans son regard comment il peut imaginer exactement le nouveau rapport au travail post-Covid en tenant compte des rapports entre les différentes générations, c'est-à-dire dans le monde du travail, les gens plus jeunes, les gens qui entrent, les gens qui sont plus avancés. Quel sera le nouveau contrat social qui va se dégager autour du travail? Stéphane, une réponse vraiment brève. Si on traite du contrat social, qui est quand même cher aux Suisses. Dans mes observations, depuis quelques années, j'avais repéré un contrat symbolique qui était transgénérationnel, un nouveau contrat symbolique, c'était jeunesse, flexibilité, performance et vitesse, qui était un peu au cœur de la relation du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, au sortir du Covid, on a rajouté un élément, c'est la notion de gestion du risque. C'est-à-dire que la conduite de sa propre carrière ou de sa propre relation au travail risque d'échoir aux collaborateurs exclusivement et non plus seulement à l'employeur qui fournit le travail. Et ça pour toutes les générations. Donc là, il y a, je dirais, tout le thème de la sécurité du travail qui n'existe plus, de la carrière à long terme qui n'existe plus, des évaluations permanentes qui sont présentes et avec le risque de devenir tous des ressources externes à l'organisation, financées par elle, mais pouvant travailler pour d'autres. Donc, ça occupe et ça hante beaucoup de collaborateurs parce que, évidemment, pas tout le monde a les moyens psychiques, de compétences, de structure mentale, d'énergie pour rentrer dans un modèle de cette nature très libérale. Et du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de je dirais, de cette nouvelle donne qui commence à émerger. Merci beaucoup, Stéphane. Professeur Giannakopoulos, une dernière question à Pascal Bruckner. Oui, j'aurais voulu avoir son regard par rapport au choix qu'on a fait. Pourquoi, en fait, on a fait ce choix en termes de confinement? Je dirais d'un point de vue des valeurs véhiculées. Parce que finalement, on connaissait depuis le début, et c'est une interrogation que j'ai depuis le début,
on connaissait que c'est essentiellement les personnes âgées et des personnes à risque avec des facteurs cardiovasculaires essentiellement qui sont touchés. Pourquoi on n'a pas, à l'exception de quelques pays, pourquoi on a pris cette optique, mis à part la question du système de soins et le fait de voir submerger, mais en termes de valeurs, d'enfermer toute la population et pas seulement pendant une courte période un certain nombre de personnes en laissant les rapports sociaux en l'état. C'est-à-dire, quelque part, et ça a été beaucoup décrié, mais c'est un questionnement qu'on peut avoir. Pourquoi, dans la plupart des pays de l'Europe, on n'a pas pris l'exemple de la Suède? Qu'est-ce qui nous a poussé en termes de valeurs en réalité? Après, on peut avoir des explications autour du système de soins, mais à la limite, bon, la Suède, ce n'était pas nécessairement celle qui craignait le plus voir son système déborder. Pascal Bruckner, Oui, non, mais désolé, 2 minutes pour répondre, c'est jouable? non, non, mais c'est une question tout à fait légitime et je pense qu'on va se la poser pendant des années. C'est-à-dire, je crois que dans la hâte avec laquelle nous avons reçu cette épidémie, nous nous sommes calqués d'emblée sur le modèle chinois. C'est la Chine qui nous a envoyé le virus et donc nous nous sommes modelés sur elle. D'abord, c'était une maladie étrangère et puis elle est arrivée chez nous brutalement. Et donc, on s'est dit, si les Chinois l'ont fait, c'est probablement que c'est la bonne solution. Et il y a eu, dès le début, il y a eu de très fortes résistances à la mise en confinement général de la population, mise en confinement général, mais aujourd'hui, je pense que nous avons eu raison, nous aurions peut-être eu 60, 100 000 selon un institut d'épidémiologie français, 100 000 morts, les gens seraient tombés à leur travail, jeunes ou vieux, donc on aurait eu peut-être plus d'anarchie que si l'on n'avait pas confiné les gens, mais il n'y a pas de réponse à cette question puisque précisément le fait d'avoir choisi cette option-là rend l'autre option infiniment désirable et questionnable. Et on s'est dit, et si on avait fait comme les Suédois, mais les Suédois ont eu finalement aussi pas mal de morts. Mais c'est un petit pays, hein, c'est pas la même chose. Mais la question reste pertinente et elle la restera jusqu'au bout. Merci beaucoup, Pascal Bruckner. Merci à nos 3 intervenants, conférenciers. Enza, tu as maintenant la parole pour 1h30. Je t'avais promis 1h30, ben voilà. Je te laisse le jeu des questions. Merci à tous les 3. Et ça va durer 1h30 pour la fin. Non, non. Ah non, c'est pas terminé, mais voilà. C'est pas 1h30, c'est une blague. Hein. Vous savez, je fais des blagues de temps en temps, Pascal. Ah oui, d'accord. Non, non, mais je me suis dit… Non, mais on peut. Allez, Enza, tu as la parole. Merci Richard, merci messieurs de cet excellent moment de partage. Alors, il me reste environ un petit quart d'heure si vous êtes d'accord. Alors, je vais déjà vous poser une question à chacun. Elles sont un peu le résumé de plusieurs questions. Professeur Giannakopoulos, l'économie va souffrir, on s'y attend. Le mot a été lâché par Pascal Bruckner, il va nous falloir des boucs émissaires. Et pourquoi ces boucs émissaires ne seraient pas les personnes âgées à qui finalement on va mettre sur le dos ce sentiment de culpabilité au niveau psychologique, voire psychiatrique? Comment va-t-on gérer tout ça? Vous savez, là, je pense qu'on est au centre de ce qu'on pourrait appeler les défenses archaïques de l'être humain. C'est quand il y a un malheur qui vous touche, et une des premières réflexions, c'est de dire, mais il y a le facteur extérieur, il y a un autre qui est le méchant, ce qu'on appelle aussi le syndrome des boucs émissaires. Ça nous concerne tous. En réalité, c'est une tendance très humaine. Maintenant, ce qui vient pour freiner cela, ce qui devrait pouvoir venir, c'est au début, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la culture et l'éducation, c'est-à-dire le moment de réflexion qui est porté pas par la pulsion uniquement. La pulsion, c'est de trouver la personne âgée qui a ruiné la vie du jeune qui se retrouve au bord de la route. Je dois dire que ce n'est pas nouveau. J'étais, et je vous donne un exemple, il y a pratiquement 15 ans en arrière, à un autre moment de ma carrière, j'étais responsable de la psychiatrie des personnes âgées ici. Et puis, j'ai rencontré des familles qui vous disaient, auxquelles vous disiez, mais il faudrait prendre en charge, même financièrement, le placement de l'aîné dans un établissement médico-social. Et la réponse, c'était ce que Pascal Bruckner avait dit. Il disait, mais dans le fond, écoutez, lui, il a vécu bien. Il a vécu les 30 glorieuses. Et maintenant, moi, je vais me serrer la ceinture. Je vais me retrouver sans rien pour que lui, il puisse passer les derniers 1 année ou 2 ans de sa vie comme un roi.
non, je refuse. Et c'est texto, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai entendu. Donc, imaginez cela à l'échelon d'un Covid et d'une perte d'emploi. Je pense que la tendance à utiliser la personne âgée comme quelque part la personne pour laquelle on s'est sacrifié va être très grande, surtout sur l'épidémie viendrait à se prolonger dans le temps. Donc, si le scénario n'est pas bon, la seule possibilité qu'on aurait, ce serait de plus en plus de mettre ensemble les personnes, les jeunes et les âgés, et avoir des forums, des moments de partage pour ce qu'on fait finalement en psychiatrie. Vous savez quoi, vous avez ce qu'on appelle les projections croisées, vous devez les mettre ensemble et pouvoir à un certain moment que les personnes âgées puissent exprimer de comment elles peuvent se sentir dans cette position et les personnes jeunes exprimer leur désarroi. C'est la seule possibilité pour freiner ce qui sera la tendance naturelle des êtres humains dans des situations de prolongation des jeux, j'aurais envie de dire. Merci beaucoup, professeur. Alors, Stéphane Effliger, en fait, peut-être que le débat est plus complexe encore, dans le sens où nous sommes dans une société où en dessous de 35 ans, on est trop jeune, pas assez expérimenté, enfin voilà, tout ça. Et au-dessus de 38 ans, on devient trop vieux. Alors, comment faire en sorte aujourd'hui, si on est trop jeune ou un peu plus expérimenté, que faut-il dire aux entreprises pour se faire engager? Merci beaucoup de cette question. C'est très simple. Tout ce discours sur l'âge, à mon sens, c'est un discours qui n'a aucun sens, qui ne se vérifie pas véritablement dans la pratique, parce que ce qui intéresse un employeur, ce n'est pas tellement l'âge, contrairement à ce que l'on pense, c'est l'intelligence sociale, émotionnelle et les compétences du collaborateur qui l'engage. Et oui, c'est très difficile de trouver un job, mais c'est toujours intéressant de voir que lorsque vous êtes recruteur, et je suis encore recruteur aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de recruter la bonne personne à la bonne place. Donc, c'est deux univers qui ont de la difficulté, si vous voulez, à se connecter. Donc, le seul élément essentiel pour trouver un emploi, c'est l'élément de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? Et c'est une question qui ne se règle pas en un mois, en 2 mois. C'est une question qu'il convient d'habiter toute la vie sans apporter de réponse définitive. On appelle ça l'employabilité. Si vous vous déclarez responsable de votre employabilité, alors vous maximiserez les chances de trouver votre position professionnelle dans le champ des entreprises. J'attire aussi votre attention qu'il y a certaines personnes qui habitent des fonctions très bien décrites par David Graeber dans un livre qui s'appelle Bullshit Job, des fonctions étranges qui n'amènent plus aucune valeur ajoutée dans l'organisation, mais qui sont là un peu pour le décorum, un peu par tradition, un peu par histoire, un peu parce que l'organisation du travail était faite comme cela. Ces jobs-là aujourd'hui sont à risque. Si vous n'amenez pas de la valeur ajoutée sur votre champ professionnel, vous êtes extrêmement à risque professionnellement. Et du coup, vous risquez de perdre votre job. Merci beaucoup. Rien que cette question, je pense, mériterait bien sûr beaucoup plus de temps. Alors, Pascal Burkner, vous dire déjà, bien sûr, avec les autres invités, combien je suis vraiment heureuse de vous rencontrer ici. Vous avez écrit un livre, Une brève éternité, philosophie de la longévité. J'aurais souhaité savoir si vous auriez pu écrire le même ouvrage à l'âge de 30 ans. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, à l'évidence, non, puisque j'appartiens à une génération dont le mot d'ordre a été celui de l'activiste américain Jerry Rubin. Ne faites jamais confiance à quelqu'un de plus de 30 ans. C'était un activiste en Californie qui est lui-même devenu un homme d'affaires. Et donc, il faut bien voir que les baby boomers se sont construits sur l'idée du jeunisme, l'idéal du jeunisme, c'est-à-dire la jeunesse était l'âge de l'intelligence par excellence, du génie, de la créativité. Donc, c'est un mythe qui remonte à Rimbaud et peut-être même qui a été réactivé par le freudisme. Et donc, à 30 ans, je n'aurais jamais pu écrire un éloge de l'automne de la vie, puisque tout simplement, pour moi, c'était inenvisageable. Donc, évidemment, on est aveugle, on est en quelque sorte limité à sa propre génération, à son âge, et il faut être arrivé peut-être un peu au sommet de sa vie pour se rendre compte qu'en réalité,
l'existence n'a pas de valeur si elle ne permet pas de dialoguer dans tous les sens, vers ceux qui vont nous succéder, vers ceux qui sont au-dessus de nous. Et c'est précisément ce que cette crise actuelle met en valeur, parfois de façon très cruelle. Mais pour moi, la bonne surprise, ça a été, à partir de l'âge de 60 ans, de découvrir que la vie n'était pas finie. 60 ans était pour moi un âge abominable, c'était en quelque sorte le terme. Et puis j'ai passé depuis 10 ans merveilleux. Et donc là, j'entame une nouvelle décennie avec espérance et crainte, comme évidemment chacun d'entre nous, à partir d'un certain moment. Mais la bonne nouvelle et peut-être la réussite des sociétés qui sont les nôtres, c'est de ne pas mettre un terme ou un arrêt pas à la vie, pas à la simple survie biologique, mais à l'existence en tant qu'elle est l'accomplissement de toutes les fonctions de l'être humain au-delà de 50 ou 60 ans. Et c'est cet accomplissement-là, il a été évidemment brutalement freiné par le Covid et ce dont parlait Stéphane tout à l'heure ou le professeur en témoigne. C'est-à-dire quel va être l'avenir du travail, quel va être l'avenir de la santé mentale. Et alors, il y a un autre sujet, mais on n'a pas le temps d'en parler ici, c'est qu'au fait, cette crise sanitaire a mis en lumière, en France en tout cas, parce que nous sommes un pays de tradition à la fois libertaire et catholique, la dégradation de la valeur travail portée par la gauche. La gauche, c'était jusque-là le camp du progrès et du travail, et aujourd'hui, les grands partis de gauche nous expliquent qu'il faut cesser de travailler, que nous pouvons avoir des semaines de 32 heures, 30 heures, 20 heures. Et ça, à mon avis, si nous continuons sur ce sentier-là, nous allons nous retrouver non pas la 6e puissance économique mondiale, mais peut-être la 10e ou la 11e. Et on retrouve là le fossé qui sépare l'Europe du Nord de l'Europe du Sud, les pays qui travaillent et les pays du Club Med, dans lesquels la France a fait une entrée triomphante il y a quelques années. Donc là aussi, le conflit entre générations souligne aussi un conflit de mentalité entre des pays de tradition et de culture très différentes. Merci, merci beaucoup. Si vous me permettez, et en guise de conclusion de vos interventions, j'aimerais poser à chacun de vous la même question. En fait, on essaye aujourd'hui par tous les moyens de nous faire croire que nous serons éternels. Comment réintégrer chez tout le monde le concept simple que la mort fera partie de nos vies? Professeur. Un concept simple. Je ne saurais pas vous dire qu'il vous faut 10 ans de psychanalyse pour faire ça. Bon, c'est la lutte d'une vie de pouvoir intégrer ça. J'ai rencontré des personnes âgées qui ne l'ont absolument pas intégré, des personnes jeunes qui l'ont intégré. Et quand je dis intégré, ce n'est pas intellectuellement. C'est de pouvoir le vivre de manière, sur le plan émotionnel, sans être totalement paralysé, terrorisé dans la perspective de l'existence, ou alors sans aller vers quelque chose qui est une position fataliste et minimaliste. Ça ne peut pas être dit en 2 mots, hein. C'est une vraie histoire de vie et chacun le fait de manière différente en fonction de sa trajectoire, de sa personnalité. C'est le vrai enjeu aussi de l'âge qui avance. C'est ce que je dis parfois aux patients plus jeunes, aux gens autour de 40, 50 ans, d'éviter de devenir une caricature de soi-même. C'est-à-dire de voir simplement ces traits qu'on peut détester en nous-mêmes devenir la seule image de marque. Donc, continuer à évoluer. Et ça, je pense que c'est une partie difficile qui nécessite une vraie maturité, une maturité pas seulement intellectuelle, parce que s'il suffisait de comprendre le monde pour changer, tout sera merveilleux, mais aussi une maturité émotionnelle. Merci beaucoup, professeur. Stéphane Flieger. Oh, c'est une question violente et complexe. Me concernant, je pense qu'en réfléchissant comme ça, brûle pour point, je pense que c'est finalement la mort des autres et des personnes que vous aimez qui peut vous permettre d'intégrer votre propre finitude, disons, pour moi. Hein. Donc, intégrer ma propre finitude, ce serait tout d'abord être le spectateur
du départ des personnes que j'aime et qui m'ont construit, disons. Probablement que c'est ce chemin-là qui me ferait intégrer ma propre finitude. Merci beaucoup. Pascal Bruckner? Je dirais comme Stéphane, la mort des autres, la mort des êtres qu'on aime est une tragédie. Sa propre mort est une très désagréable formalité à laquelle on a beaucoup de mal à s'habituer. Et je souhaite évidemment que cette mort-là soit rapide. Mais l'idée que la vie devient de plus en plus brève est une idée qui peut soit nous désespérer au fur et à mesure que nous avançons en âge, soit au contraire nous inciter à aimer beaucoup plus les autres, à travailler, si l'on peut continuer à travailler, à secourir ceux qui en ont besoin et surtout à réaliser à quel point chaque jour gagné est un miracle en quelque sorte. Et ça, c'était le grand enseignement des stoïciens. Alors, il était un peu sombre sur leur point de vue, se coucher chaque soir comme si l'on devait mourir pendant la nuit. Là, je ne le conseille pas parce que c'est une machine pour avoir des insomnies, mais se lever chaque matin en remerciant les dieux ou la nature ou la providence d'être encore vivant et de pouvoir bénéficier de cette merveille qu'est l'existence. Merci, merci beaucoup à vous trois. Je reprends la parole peut-être après si Richard me la redonne. Richard, c'est à toi. Micro. Merci Enza, merci pour de vos trois réponses, de vos interventions brillantes. Je pense qu'on a beaucoup avancé sur ce débat générationnel, de toute manière qui ne fera qu'avancer puisqu'il nous suivra. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir un questionnaire qui va vous être transmis. On vous demande d'y répondre parce que ça nous permet de nous améliorer en permanence. Avant que Enza ne vous explique la suite qui sera donnée, puisqu'on va commencer à espacer un petit peu, vous verrez, puisque on va passer sur une autre formule, même si on gardera celle-ci. J'en profite pour vous présenter celui de la semaine prochaine. Donc, celui de la semaine prochaine, je vais vous l'envoyer tout de suite, de manière à ce que vous le voyiez. Je vais partager mon écran avec vous. Et ainsi, logiquement, tout le monde voit. Donc, la semaine prochaine, nous aurons Gérald Vernet, qui est le délégué fédéral du département de la protection des personnes, de la santé, spécialiste de la cybersécurité. Nous aurons également Alain Bauer, qui est professeur de criminologie à New York et à Shanghai, et également au Conservatoire national des arts et métiers, et Daniel Donnet-Monet, un spécialiste en renseignement économique 4.0, et qui, tous les trois, vont débattre d'un sujet ô combien passionnant, la cybercriminalité, et si la meilleure défense était l'attaque. Donc, on vous donne rendez-vous, attention, ce sera le 4 juin, puisque le 1er juin est appelé par la grâce, puisque c'est la Pentecôte, le 1er juin. Donc, nous repoussons à 3 jours suivants, au 4 juin, au jeudi 4 juin à 18 h, même format. Merci à tout notre public, merci à nos auditeurs, merci à nos conférenciers et à tous ceux qui ont organisé. Enza, je te laisse le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Richard. Voilà, Jacques-François, merci beaucoup. Alors oui, c'était le 6e débat hebdomadaire avec cette formule. Nous allons maintenir ce format une fois par mois. Et donc, le prochain, le 4 juin, sera le débat d'idées co-organisé par l'INSG et le Cercle des dirigeants d'entreprise. Et ensuite, nous vous donnerons un calendrier jusqu'à la fin de l'année. Mais pour le Cercle des dirigeants d'entreprise, évidemment, nous continuons à vous mobiliser chaque lundi à 18 h. Et le 15 juin, peut-être serons-nous totalement déconfinés en France et en Suisse. Mais de toute façon, c'est facile. Même si vous êtes en vacances, vous vous connectez sur Zoom CDE et nous aurons une autre forme de schéma, un peu plus débattaire dans le sens où on peut ne pas être d'accord, les deux intervenants ne seront peut-être pas d'accord, et ça sera sur l'infodémie. Vous savez, il y a la pandémie, puis il y a l'infodémie, où quand trop d'infos pourrait tuer l'info. Pour cela, nous avons invité Slobodan Despot, qui est un écrivain, éditeur,
comme son nom l'indique, il est très remuant. Il s'appelle ainsi, c'est peut-être prédestiné. Il a une presse qui s'appelle l'Antipresse. Et en face de lui, nous aurons Pierre Rucci. Pour les Genevois, c'est facile. Il a été très très longtemps rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il est aujourd'hui directeur du Club suisse de la presse. Disons, il a, lui, un format d'intelligence plus cadré avec ce qu'on connaît de poser. Alors, ça risque d'être un débat un petit peu chaud. On s'en réjouit. On vous donne rendez-vous le 15, mais avant, on vous donne rendez-vous jeudi 4. C'est une date à retenir puisque c'est aussi l'anniversaire de Richard. Vous ne pouvez pas manquer pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, je demande aux intervenants de rester dans cette salle pour la photo. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat. À très très vite. Au revoir. Et Enza, il me semble que c'est l'anniversaire.